La gravité de la situation économique et financière impose au prochain président de la République de fixer le cap immédiatement, dès son élection et avec résolution. Il y a urgence. Les décisions qui seront prises engageront les 10 ans à venir. Ce sera la menace de 10 années d'une rigueur terrible ou l'espoir de 10 années d'une nouvelle vigueur pour la France. C'est tout le propos de Jean-Paul Bedbez qui vient de publier 2012, 100 jours pour défaire ou refaire la France. Jean-Paul Bedbez, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Bedbez, je rappelle que vous êtes chef économiste et directeur des études au Crédit Agricole. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, dont vous êtes un membre très actif avec de nombreux rapports. Les 100 premiers jours de Nicolas Sarkozy en 2007, ce fut la loi TEPA. TEPA pour travail, emploi et pouvoir d'achat. L'objectif affiché de TEPA, c'était d'accélérer la croissance économique en stimulant l'investissement et les heures travaillées par des incitations fiscales. Et avec tout cela accompagné avec un slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que c'était les bonnes mesures? Est-ce que c'était le bon message? C'était quelques bonnes idées, mais la situation n'était pas celle-là. C'est-à-dire, dans TEPA, il y a l'idée au fond de stimuler la croissance, stimuler l'offre, mais on ne l'a pas fait assez, on ne l'a pas fait assez hardiment. Et surtout, il y avait l'idée que gagner plus pour travailler plus, pour faire un travail compétitif. Et ça, malheureusement, ça a été oublié dans le texte. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on a fait en réalité une sorte de relance. 1 an ou 2 ans après, la crise nous a rattrapés. Les déficits budgétaires nous ont coincés. Mais avant, TEPA n'était pas allé assez fort. Et ce qui est dommage, si vous voulez, dans le quinquennat passé, c'est que l'on avait dit, mesdames et messieurs, vous allez voir des réformes. Les gens vous disent, bon, on se prépare. Et en réalité, ils n'ont pas vu grand-chose. Et le hic que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut en faire plus en termes de réformes, alors que les Français se sont dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on souffre? Non, 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 ils n'ont pas souffert. Pourquoi ils n'ont pas souffert, pardonnez-moi? Parce qu'on n'a pas dit que le problème de la crise en France, c'était la compétitivité. Et donc, il s'agit de travailler plus pour gagner plus, pour être plus compétitif. Dans la mesure où c'est compétitif. Autrement, c'est pas pareil. Et autrement, c'est l'inverse qui se fait. Vous gagnez plus en fabriquant un système qui réduit la compétitivité du pays. Alors, une des idées directrices de votre livre, c'est de dire les premières mesures qui sont prises. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il y a une liste de toutes les mesures qui ont été prises par tous les présidents de la République depuis Giscard d'Estaing dans les 100 premiers jours. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'à chaque fois, ce sont des cadeaux fiscaux. Toujours. C'est toujours des cadeaux. On commence par des cadeaux. Pourquoi ces premières mesures sont-elles si importantes? Mais parce que ça va fixer les anticipations des périodes à venir. Et tout à l'heure, quand vous parliez de TEPA, ça a fabriqué des anticipations qui se sont avérées erronées, d'autant plus que la crise est arrivée. Il ne faut jamais oublier, grosso modo, on a TEPA plus la crise. Okay. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'avoir la première campagne électorale en phase de ralentissement économique, où il s'agit, de dire, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire plus de reprises, plus de relances, plus de cadeaux, plus de dettes, mais je vais voir ensemble, avec vous, comment on se désendette. Comment on se désendette les ménages, comment on se désendette les entreprises, comment on se désendette l'État et comment on se désendette les banques. J'ai regardé Jean-Paul Bedbez dans la liste que vous publiez à la fin. À l'élection de 95, une des premières mesures, c'était une hausse de 2 points de la TVA. À l'époque, oui. À l'époque. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous augmentez la TVA, maintenant on est en train de dire, mais mon Dieu, ça va augmenter les prix. Ah, ça c'est un scoop. Alors, deuxième idée, si on augmente les prix, il faut augmenter les salaires. Non, ce que nous devons faire aujourd'hui, par exemple, c'est, si vous voulez faire de la TVA dite sociale, il faut que vous augmentiez la TVA, que vous augmentiez les prix et que vous ne réagissiez pas sur les salaires. Et c'est pour ça que dans la présentation que j'ai faite dans le livre, je dis, nous avons à la fois un volet public, c'est-à-dire moderniser l'État et désendetter l'État, mais en même temps permettre aux entreprises de gagner plus d'argent dans une situation compliquée, plus compliquée que d'habitude. Et donc, le programme, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de profit dans les boîtes. Alors, justement, on va y venir. Un des points essentiels que vous évoquez, c'est de dire la croissance par la consommation. Se dire on a la comptabilité nationale, il y a la ligne croissance par la consommation, on joue la consommation, c'est fini, tout le monde est d'accord,
sur la politique de l'offre. Tout le monde, vraiment, à gauche, à droite, tout le monde? Non. Non. Mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que la politique de la demande, quand vous n'êtes pas compétitif, c'est une politique du déficit extérieur et du déficit budgétaire. À l'heure actuelle, on est quand même dans une campagne électorale. Il y a encore quelques semaines, on a découvert le déficit budgétaire. Bravo, ça fait 33 ans qu'il y en a. On a découvert assez récemment le déficit extérieur. Bravo, ça fait quelques années qu'il y en a. 7 ans. Oui. On est en train de voir s'il n'y a pas un rapport entre le déficit extérieur et le déficit commercial. Il ne faut pas désespérer, peut-être qu'on va le trouver. Mon sentiment, c'est qu'il y en a un. Et que c'est le déficit extérieur qui fabrique le déficit budgétaire. C'est parce que l'on n'est pas compétitif, que l'on a des entreprises qui ne gagnent pas assez d'argent, qui n'emploient pas assez d'argent, qui n'emploient pas assez de monde, que l'on a, à l'heure actuelle, une espèce de demande de soutien social, et au-delà de ce qui est la capacité. Et donc, il ne faut pas désespérer. Nous allons faire, je pense, des progrès en analyse. Ensuite, quand on passera à l'acte... J'ai entendu personne aujourd'hui dire on va faire une relance par la consommation. Non, il y a des limites au ridicule. Même aux extrêmes. Oui, ça c'est clair. Ça c'est fini. Bon, mais dès lors que vous dites, maintenant vous dites, je ne vais pas embaucher, je pense embaucher 70 000 personnes, je me dis, vous n'y pensez pas. La question c'est comment je vais faire réduire de 700 000 personnes. Ça pour le moment, c'est pas encore trop entendu. Donc la modernisation de l'État d'un côté et la compétitivité de l'entreprise de l'autre, c'est ça la façon de fonctionner. Mais si vous me dites, Jean-Paul Bedbez, il faut y aller vite en besogne, je lui dis, faites attention. Si je vais trop vite, je casse tout. Et donc, il faut que j'achète du temps. On va voir ce problème de l'équilibre entre la vigueur et la rigueur, en quelque sorte. Politique de l'offre, donc consensus, nouvelle pensée unique sur la politique de l'offre. Mais consensus mou. C'est-à-dire que l'on dit, ah ouais, c'est vrai, on a un déficit extérieur. Mais alors, le passage à l'acte, le problème, c'est qu'on reste toujours dans les mots. On dit, il faut que les entreprises soient plus compétitives. Ah d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, politique de l'offre, entreprise, entrepreneur. Absolument. Ce n'est pas simplement un concept, ce sont des réalités. Ce mot vulgaire n'a pas été encore trop employé dans la campagne. On n'a pas toujours le sentiment que les hommes politiques connaissent très bien le fonctionnement d'une entreprise. Ils ont fait l'école nationale d'analyse sans entreprise. Alors justement, c'est quoi cette politique de l'offre? Elle doit être basée sur quoi? Parce que l'offre, ce sont des réalités concrètes, ce sont des entreprises. Les gazelles, par exemple, c'est un sujet que vous connaissez bien, ça. Vous avez fait un rapport avec Christian Saint-Étienne il y a quelques années là-dessus. On s'était battu à l'époque pour les gazelles parce qu'on pensait que c'était une bonne chose de dire, bien sûr, il y a des grandes entreprises internationales qui vivent dans le monde entier, éventuellement sur Paris, parfait. Il y a des entreprises taille moyenne, etc. Puis il y a des petites qui vont un jour faire la relève. Et si on ne se soucie pas de l'écosystème entrepreneurial, on n'aura jamais de relève. Et donc, il faut aider la relève. Alors, bien entendu, c'est plus compliqué, bien entendu, c'est plus risqué, bien entendu, il faut aujourd'hui les aider, les comprendre. C'est pour ça qu'il y avait les pôles de compétitivité, c'est pour ça qu'il fallait travailler avec elles, c'est pour ça qu'il y avait des banques et de la finance qui avaient, à l'époque, accepté de prendre ce rôle-là. On avait travaillé donc avec Christian Saint-Étienne, avec un ministre qui s'appelait M. Dutreuil. Et M. Dutreuil est parti, paf. Et les gazelles les gazelles s'arrêtent. Et on dit, on a quelque chose de mieux, qui est les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est de l'industrie, c'est 200 personnes, c'est 500 personnes. On n'a pas une spécificité française. C'est-à-dire qu'un ministre passe, il lance une idée, donc effectivement les gazelles, le rapport sur les ETI, et puis il y a un beau rapport, quelques mesures, et ça disparaît. La France est une maison de rapport. Et pour passer à l'acte, dans la durée, on n'a personne. Et l'idée dans la durée, c'est la compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut une compétitivité des PME, une compétitivité des gazelles, une compétitivité des moyennes et grandes entreprises. C'est de la compétitivité. Alors la compétitivité, comment? La compétitivité, c'est fondamentalement, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, restaurer les profits des entreprises. Parce qu'on me dit, vous savez, monsieur, l'innovation, c'est ça. Ah oui, bien sûr, l'innovation, ça aide. Mais quand on ne gagne pas d'argent, vous m'expliquerez comment je peux innover. Quand j'ai les grandes entreprises à l'heure actuelle de l'automobile qui ne gagnent pas d'argent, vous me direz comment elles financent des nouveaux modèles par rapport aux autres. Donc il faut reconstituer la profitabilité des entreprises. La profitabilité fait la compétitivité. Et c'est ça qui permettra... Et la profitabilité, c'est d'abord les coûts. Vous dites dans le livre, l'opposition entre lutte par les coûts et la lutte par hors coûts, ça n'a pas de sens. Absolument. Mais ça fait partie des... En France, on est intelligent. On dit, monsieur, la compétitivité salariale, c'est un truc archaïque. La nouvelle compétitivité, c'est la qualité. Mais bien sûr.
Mais la qualité, il faut pouvoir la payer. Et quand vous n'avez pas l'argent, quand vous n'avez pas la rentabilité, vous pouvez permettre d'innover, comment voulez-vous faire, hein? Donc nos amis allemands, ils ont fait pendant des années de la compétitivité coût qui leur a permis de faire la compétitivité qualité. Et aujourd'hui, il faut refabriquer. Il faut commencer par la compétitivité coût pour obtenir la compétitivité hors coût. Oui, mais welcome au club. C'est-à-dire que quand vous dites « je suis candidat », et je vous propose à l'heure actuelle la modération salariale pour 5 ans, parce qu'il faut reconstituer les profits des entreprises. Vous pensez qu'un candidat va dire ça? Je ne le pense pas, mais en tout cas c'est dans le livre. Mais si les candidats disent ça, là ils ont raison. Là ils ont raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui réavancer si l'on ne dit pas il faut reconstituer la profitabilité des entreprises. En même temps, ce qui est dans le livre, c'est que vous ne pouvez pas dire, mesdames et messieurs, j'ai une idée, on va faire que les entreprises gagnent plus d'argent. Si en même temps vous n'avez pas de dialogue social et si en même temps vous n'expliquez pas pourquoi dans l'entreprise vous allez refabriquer un vrai pacte social dans lequel dans la durée vous ferez que les entreprises gagnent plus d'argent, mais en même temps les entreprises s'engagent à former dans la durée, à garder les employés autant que possible et dans la mesure où elles le peuvent, à avoir des compléments de retraite. Donc le nouveau pacte, si vous voulez... Donc il ne faut pas oublier les aspects cohésion sociale. Ils sont décisifs, parce que vous ne pouvez pas dire, mesdames et messieurs, j'ai de la rigueur, j'ai de la rigueur, j'ai de la rigueur, parce qu'à ce moment-là, vous allez remplir les rues. Si vous vous dites, j'ai de la rigueur, et voilà ce que je vais faire, je vais en même temps former les gens, on va avoir un contrat du style, voilà, en quelque sorte, la modération salariale, et s'il y a par exemple des résultats qui arrivent au-delà, une partie sera en formation, une partie sera en complément de retraite, mais pas en salaire. Et donc c'est ça l'histoire. Et ça, dans 5 ans, je vous assure qu'on a reconstruit de la profitabilité des boîtes et qu'on a réinvesti et qu'on a maintenu l'emploi. C'est ça l'histoire. Justement, sur cet aspect cohésion sociale, comment on fait quand il s'agit des PME? Vous parlez de règles spéciales pour les PME. Oui, parce que il faut se dire également quelques vérités. Les grands syndicats sont présents dans les PME en liaison avec les règles générales, mais ils ne sont pas présents en tant que personne. Les grands syndicats, numériquement, sont dans le secteur public. Ils ne sont pas... Les règles ont été faites pour les grandes entreprises. Essentiellement. Et dans les PME, il y a nécessité, à mon avis, de renforcer du dialogue, mais de renforcer du dialogue avec les gens qui sont là. Ça me paraît assez clair. Et de voir comment... Il peut y avoir des adaptations de règles locales qui seraient acceptées, bien entendu, par les gens dans les entreprises. Et pour moi, il y a une espèce de primauté du droit, des règles qui seraient acceptées localement, entreprises en fonction, donc, mais bien entendu, qui seraient dans le cadre donc, légal. Moins de décisions nationales et plus de décisions locales. Et plus pas au niveau de la branche, locale. Local. Et bien entendu... Des accords d'entreprise. Des accords d'entreprise. Et des accords d'entreprise qui seraient bien entendu dans le cadre légal, hein, c'est clair, mais qui seraient adaptés aux caractéristiques de chacun, mais qui ferait qu'en même temps, il y aurait une négociation au niveau des entreprises pour qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne. Les réseaux d'entreprises, les réseaux sociaux dans l'entreprise, c'est ça notre nouvelle compétitivité, c'est ça notre nouvelle efficacité. C'est la façon dont il va y avoir de la décision ou de la codécision, pas de la codécision à l'allemande, si vous voulez, mais de la codécision tous les jours, quotidienne, sur la façon de fonctionner, parce que les gens qui vendent des produits savent mieux ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas, parce qu'ils savent mieux ce qui est concurrentiel et ce qui est concurrencé. Et il faut que ceci remonte, en quelque sorte, la façon d'innerver par l'information. C'est ça qui nous permettra de nous sauver. Mais cette information, elle suppose de la confiance, et cette confiance, elle implique de la négociation, de la discussion dans les entreprises. Alors en France, on manque de PME et de TI dynamiques, on manque de TI exportatrices, mais on a des grandes entreprises. Alors vous dites qu'il faut mobiliser les grandes entreprises. Comment? Mais les grandes entreprises, si vous voulez, elles sont, comment dire les choses, un peu en France et beaucoup ailleurs, et elles oublient un peu le fait qu'elles viennent d'ici. Et on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas en écosystème avec les entreprises, les autres, avec la sous-traitance, hein, de temps en temps. La sous-traitance, oui. Oui, de temps en temps on appelle ça la maltraitance, bon, mais en tout cas, ça n'est pas de la coproduction, ok, ça n'est pas de la co-analyse, ça n'est pas de la co-décision.
pour essayer de voir quels sont les produits et comment une grande entreprise peut amener avec elle des PME. Et donc on a de tels écarts parfois entre la grande entreprise et la toute petite que la petite entreprise est incapable de suivre en technologie, en savoir-faire, ce que lui demande la grande. Et la grande lui dit, écoutez, on vous aime beaucoup, mais vous ne tenez plus, vous n'avez plus la taille, etc., etc. Et on voit bien, et à ce moment-là... Et faites-nous 8% sur les prix de vente cette année. Bien sûr, plus les délais de paiement. Plus les délais de paiement. Bien sûr. Et donc à ce moment-là, un jour ou l'autre, elle arrête. Alors comment on fait concrètement pour changer ça? Fondamentalement, ce que j'ai dit, c'est que, et ça je pense que si vous voulez qu'il y a un moment donné de choix politique, il faut que les grandes entreprises disent, voilà les PME qui sont les miennes, enfin qui sont les miennes avec lesquelles je travaille, et pour lesquelles je vais fabriquer un pacte. Voilà le type de transparence, et voilà le type d'accord que je vais faire. Et ces grandes entreprises doivent en parler évidemment à leur PME et évidemment aux gens. Comment ça se passe concrètement? C'est une révolution culturelle? Ce sont des décisions législatives? Non, non. Le moins possible de législation. Nous avons, dans les 5 années qui arrivent, battu le record historique de création de lois nouvelles. Sauf, donc on a, un événement, une loi. Voilà. Donc peace and love là-dessus. En revanche, sur le fait que les entreprises discutent, les grandes entreprises discutent avec leurs donneurs d'ordre, en tant que donneurs d'ordre avec pour fabriquer des écosystèmes qui fonctionnent et dans des territoires, je pense que c'est extrêmement important. Ça n'a pas nécessairement à être complet. On peut commencer avec les 5 ou les 10 plus importants. Ensuite, dire, ben voilà comment on va fonctionner. Ensuite, publier cet accord, vérifier chaque année comment on fonctionne. Je pense que l'affirmative action à l'américaine, c'est-à-dire l'action en quelque sorte, moi plus puissant que vous, je vais faire des choses et je vais vous dire et vous allez voir comment je m'engage, ça me paraît extrêmement important. Si nous voulons renouer le dialogue social, le dialogue dans l'entreprise, le dialogue et la confiance, il faut bien que ça reparte de quelque part. Ça ne partira jamais de la loi. Et ça partira de l'entreprise qui dit « oui, j'ai compris qu'il y a un problème, oui, j'ai compris que ça dépend de moi, parce que j'ai la capacité de le faire moi. Et je comprends également que si je ne le fais pas moi, dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est moi-même qui serai menacé, parce que moi-même, je n'aurai pas les entreprises PME qui m'aideront parce qu'elles n'innoveront pas suffisamment, et moi-même, je serai déprécié, et moi-même, je serai vendu. Parce qu'aujourd'hui, la partie la plus fragile, ce sont les gazelles dont on parlait, les PME, c'est vraiment sous pression. Et les grandes entreprises, elles vivent tout simplement parce qu'elles vivent à 2/3 hors France. Mais un jour ou l'autre, elles pourraient se dire, mais est-ce que je dois rester ici? Donc faisons très attention à ça. On voit bien à quel point il y a une espèce de tension qui se met sur la productivité et à quel point le socle productif français s'atténue. Socle productif français au sens large du terme, et qui est un socle sociétal. C'est la façon dont les entreprises doivent discuter avec les gens à l'intérieur de l'entreprise et les gens qui travaillent pour elles-mêmes comme sous-traitants ou co-traitants. Bon, coopération, allègement des charges pour les entreprises, donc moins d'État. Moins d'État et remboursement de la dette en même temps. Alors vous dites, il faut croître côté privé, freiner côté public. Il faut remettre l'État à sa juste place. Mais vous renvoyez dos à dos le multiplicateur keynésien de la dépense et le multiplicateur de la rigueur. Alors comment fait-on pour baisser ses dépenses sans s'engager dans une politique d'austérité? 1, on le dit. 2, on prend du temps. Regardez ce qui s'est passé sur les agences de rating qui disent partout, si vous ne faites que de la rigueur budgétaire, vous allez avoir une crise. Les marchés ont bien compris ça d'ailleurs. Les marchés ont bien compris et elles n'ont pas tort. Simplement, on est en train de se dire qu'il faut moderniser l'État. La rigueur budgétaire, c'est une ânerie. Si vous ne le dites pas, en réalité, il faut moderniser l'État. Moderniser l'État, moderniser les entreprises publiques, moderniser les rapports, c'est utiliser entre autres les nouvelles technologies. Il n'y a aucune raison que l'État français ne puisse pas faire des économies sur ses dépenses. Quand vous avez 1000 milliards de dépenses, bon Dieu de bon Dieu, vous pouvez en économiser. Okay? On ne peut pas continuer à avoir une réduction du déficit budgétaire par la fiscalité, ça nous fiche dans le mur. Donc la fiscalité, c'est fait. L'économie de dépenses, ça doit être fait. Et cette économie de dépenses, elle doit être faite dans la durée. Parce que, bien entendu, il faut s'engager, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur la règle d'or, il faut s'engager par rapport aux gens sur la façon dont, dans la durée, on va faire cette modernisation publique en expliquant ce qui se passe. Il ne s'agit pas de fermer les écoles. On baisse les dépenses où et comment? Attendez, on les fait en modernisant et fondamentalement sur tout ce qui est régalien.
Sur les écoles, il faudra voir comment on peut moderniser, et sur les hôpitaux, il faudra voir comment on peut économiser aussi. Il faudra bien qu'on se dise des choses. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer les hôpitaux et fermer les écoles? Non. Mais est-ce que ça veut dire que l'on peut avoir des systèmes d'automédication? Oui. Est-ce que l'on peut avoir des écoles qui fonctionnent de manière différente selon les niveaux en utilisant les nouvelles technologies? Oui, bien sûr. Et donc on ne peut pas continuer avec le business model des années 50, avec une population qui a changé, avec une crise qui est là. Donc il faut bien avoir cette modernisation. Vous pensez que l'État doit davantage s'informatiser? C'est une obligation. Mais en même temps, il faut qu'il explique, et il faut que, en quelque sorte, les fonctionnaires soient les relais de ce système. Donc là aussi, il faut qu'il y ait la négociation. La modernisation publique, c'est un élément de l'ajustement dans le temps. Et l'efficacité privée, c'est l'autre élément. C'est pour ça que la façon de sortir de crise, c'est à la fois la modernisation publique avec les technologies et le dialogue, et l'efficacité privée avec la modération salariale. Il faudra bien que ça se dise, mais des engagements sur l'emploi, sur la formation, sur les retraites dans la durée. Et c'est cette évolution et dans le temps. Il est clair que la crise que nous avons se résoudra dans le temps et dans la discussion. Parce que si vous dites « nous allons réduire le déficit public en augmentant les impôts », tout le monde comprend que ça va s'arrêter dans 1 an et demi, 2 ans, parce que les entreprises ne voudront plus, les ménages ne voudront plus, et ça s'arrête assez vite, et ça s'appelle l'austérité. Le deuxième élément, c'est que si vous dites « il faut moderniser les entreprises », sans aller plus précisément en disant « qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau dialogue social ? Qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau dialogue social et la modération salariale ?» les entreprises ne verront rien. Et donc vous voyez bien qu'on a une politique assez complexe, qui est à la fois modernisation publique et efficacité privée, en France et en Europe. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute, qu'il faut qu'on en parle directement, et que l'on se donne du temps. Et c'est ça les problèmes que nous avons. Alors, s'il y a un thème qui est bien revenu quand même dans la campagne électorale, c'est l'industrie et la politique industrielle. Mais vous dites, dans votre livre, je vous ai bien lu, la bataille frontale contre l'Allemagne, elle est perdue. Oui. On est en juin 40 ? Oui, et il y a deux choses. Il y a la bataille frontale contre l'Allemagne, elle est perdue. Et puis 2, l'édit de Nantes, il a déjà été révoqué. Ça, c'est plus ancien. L'édit de Nantes, c'est la bataille entre les catholiques et les protestants. Et maintenant, c'est les industries contre les services. Oui. Alors justement, vous dites, nous avons un joker, c'est les services. Alors, comment on joue ce joker ? Oui, parce qu'on est en train de dire « on a fermé les usines ». Ah oui, ça c'est clair. Oui, bon, d'accord. Il se trouve qu'on a aussi plein de services. Et qu'on ne va pas se remettre à fabriquer des trucs qui ont été fermés et qu'on ne peut pas réouvrir. On ne peut pas exporter beaucoup de services. Attendez, d'abord il y a des services qui s'exportent. Okay, il y a toute une série de services de conseil, d'aide, etc. Et ensuite, toute l'activité industrielle est une activité qui doit être innervée, organisée, structurée par les services. Les services, ça sert. Ça sert à exporter, ça sert à produire, ça sert à améliorer la qualité, ça sert à améliorer la surveillance, ça sert à améliorer la prévisibilité des comportements. Est-ce que vous préférez l'année prochaine? Est-ce que vous aimez ce type de costume, etc., etc. Donc les services sont un mécanisme de pilotage, un mécanisme de surveillance. Oui, mais Jean-Paul Vedbez, encore une fois, aucun pays au monde n'est excédentaire grâce aux services. Aucun. Même le Royaume-Uni, dont la part des services dans le commerce extérieur est très importante. Non, mais tout simplement parce que nous vivons, si vous voulez, l'opposition entre services et industrie, sans voir que si vous n'avez pas les services pour vendre, les services pour financer, les services pour connaître, les services pour surveiller, vous ne voyez pas. Et vous, quand vous dites « on a une exportation de biens », mais ces biens, ils ont quand même été vendus, donc il y a bien eu de l'intelligence économique. Alors vous parlez des études de Xerfi qui ont été lues en disant « tiens, ils ont compris que c'était bien à faire ça, etc. » Et donc ça, c'est du service qui aide concrètement les entreprises. Ne faisons pas la bataille entre les catholiques et les protestants. Vous parlez d'une servicisation de l'industrie. Vous voulez dire quoi par là? Servicisation avec un R, c'est pas que servicisation. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se mettre dans l'idée que la nouvelle compétitivité, vraiment, c'est une compétitivité plus abstraite, dans laquelle je vais vendre des produits avec des services. Et que la façon, et de plus en plus, si vous voulez, la servicisation, c'est ce qui accompagne... Le contenu en service du produit est de plus en plus important. Va augmenter.
Et c'est lui qui fera la différence. C'est-à-dire que je vous vends la voiture, mais en même temps, je vous vends son suivi, son équipement, son entretien. Donc la part de valeur ajoutée contenue dans les services va augmenter. Et c'est elle qui fera la différence, parce que je vous vends service en main. Je vous écoute, j'essaierai de comprendre comment vous voulez fonctionner. Ceci vaut pour l'industrie. Et pour l'industrie. À la limite, le bien n'est plus qu'un bien matériel, n'est plus qu'un élément secondaire, n'est plus qu'un support de service. Le support matériel des services. Bon. Et c'est la même chose pour une autre activité dont on ne parle pas, qui est l'agriculture. Dans les années précédentes, tout le monde parle de l'agriculture française, etc. L'agriculture allemande a dépassé l'agriculture française. Qui en parle ? Bon. Et comment ils ont fait ? Ils ont fabriqué des unités, d'ailleurs, de production plus efficaces, ça c'est clair, moins chères, et en même temps avec des contenus de qualité qui sont plus peut-être banalisés que les nôtres, mais qui marchent mieux. Faisons très attention à ça. Notre caractéristique à nous, c'est la service, ce sont les services. Et nous devons nous dire que nous sommes une grande activité de service. La différence entre l'Allemagne, qui est une grande activité industrielle, c'est qu'on voit à quel point c'est volatile. Okay. Et quand vous êtes dans l'industrie allemande, vous pouvez dire, mesdames et messieurs, je vous garde, mais bien entendu, quand ça se retourne, vous voyez bien que je vais vous garder, mais moins d'heures. Et les Allemands ont fait ça. Dans le système français, je fais le pari, si vous voulez, que si on servicise notre activité, on la rendra plus insensible au choc de l'activité économique. On lui permettra de se développer, de s'étendre. Et en quelque sorte, les services sont une façon de préparer la nouvelle exportation, les nouvelles exportations, les nouvelles compétitivités, les nouveaux territoires, parce que l'on verra mieux que vous préférez ceci, que tel autre préfère cela, et que vous préparez, par exemple, à préférer telle couleur, tel habit, etc. Et donc, d'une certaine manière, les services sont un mécanisme de pilotage de l'industrie et de l'activité matérielle. Alors, Jean-Paul Bedbez, pour terminer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. La question fiscale, qui est complètement cruciale, il faut rembourser la dette, il faut augmenter les impôts, ne pas trop toucher les classes moyennes, alléger les impôts des entreprises pour les rendre plus compétitives et améliorer leurs marges. C'est la quadrature du cercle. Comment fait-on ? Présenter comme ça, oui. Présenter comme ça, oui. Très brièvement. Simplement, il faut que j'ai du temps. Il faut que je me dise, je vais faire ça dans 5 ans, sur 5 ans. Première chose. La deuxième chose, c'est que fondamentalement, il faut recommencer par il faut trouver un point de départ, et le point de départ, c'est le profit des entreprises. Et donc, aujourd'hui, j'arrête de matraquer les entreprises, je modernise l'État de telle sorte qu'elles aient moins de difficultés à fonctionner, etc. Et je fais en sorte que le salaire soit maintenu avec des avantages comme j'en ai parlé. Et puis ceci nous permet peu à peu d'avoir de reprise économique. Et les marchés comprendront ça. Les gens comprendront ça. Et les marchés comprendront ça. Et ils arrêteront de nous faire une pression du style allez-y, 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 parce que nous aurons pris au fond les bonnes discussions, les bonnes décisions. Alors pour terminer, juste une petite question pour terminer. Fin du printemps, on a un nouveau président, peut-être le même réélu ou un autre, une nouvelle assemblée, 100 jours pour prendre des décisions très importantes. La plus importante, c'est laquelle immédiatement ? Dialogue social. Dialogue social, c'est-à-dire je ne vais pas faire une loi sur le dialogue social, mais je vais faire des thèmes du style qu'est-ce que vous faites ? Et je demande à les entreprises de parler sur la façon dont elles vont discuter avec leur PME d'abord, avec leur territoire ensuite, et promettre. Nous sommes maintenant dans une période dans laquelle l'homme politique doit dire « je vais permettre le dialogue d'entreprise, le dialogue entre mes concitoyens. Je suis élu pour qu'on s'en sorte ensemble, et pour ça, il faut que les gens dialoguent ensemble. » Aujourd'hui, nous sommes sous-industrialisés, sous-compétitifs, sous-efficaces, parce que nous sommes sous-dialogants. Jean-Paul Bedbez, je vous remercie. Merci.